Ça y est, nous sommes au complet et nous allons pouvoir démarrer sur cette belle table ronde. Et je vais commencer à passer la parole à Ambroise Pascal pour que vous puissiez vous présenter et nous présenter ce que vous faites au sein de la DGCCRF. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Je suis donc délégué à la transition écologique à la DGCCRF. La DGCCRF, plus connue parfois sous le nom de répression des fraudes, mais c'est une direction de l'administration centrale du ministère de l'économie qui a en charge la protection des consommateurs et également le contrôle du respect des règles de concurrence. Donc, au sein de cette administration, moi je m'occupe auprès de la directrice générale d'animer et de coordonner nos actions liées à la transition écologique. Quand on parle de transition écologique appliquée au domaine de la consommation, ça amène à travailler sur la consommation durable et donc beaucoup sur l'économie circulaire. Et j'essaie à la fois de renforcer notre action en matière d'enquête et de contrôle, qui est notre cœur de métier, on en parlera largement au cours de cette table ronde, et de renforcer aussi notre participation aux travaux interministériels, notamment sur les aspects réglementaires. Merci Ambroise. Et du coup, je donne la parole à Benoît. Allez, on va faire dans l'ordre alphabétique. Hop, un petit micro. Merci. Donc, Benoît Deschamps, moi je suis directeur adjoint de la direction en charge de la surveillance du marché et de l'exposition du public au champ électromagnétique. Donc, c'est pour la première partie en fait de cette dénomination de cette direction que je suis présent, puisque, comme d'ailleurs je l'expliquais précédemment, nous en sommes autorité de surveillance du marché depuis à peu près 25 ans. On a commencé à l'être quelques années après la création de l'ANFR, lorsque en fait l'Europe est passée à une réglementation, un contrôle ex post des équipements qui sont mis sur le marché. Donc nous, on a commencé avec une directive qui portait le nom de RTTE, maintenant qui est remplacée par une autre directive RED, et c'est à partir de là que nous, on a développé notre compétence qui s'étend à l'ensemble du territoire national en matière de surveillance du marché. Et petite subtilité, nous sommes aussi autorité de surveillance du marché pour ces mêmes équipements en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, mais là nous sommes toujours sur une approche ex ante, c'est-à-dire avant la mise sur le marché, on délivre des autorisations. Mais bon, j'en parlerai pas parce que ce sont des territoires fort sympathiques, mais éloignés avec des réglementations très différentes. Merci. Charles-Henri Longeon de Copie France. Merci, bonjour à tous. Merci aux assises de m'avoir invité. Je représente une problématique très particulière du point de vue de la réglementation, puisque la société Copie France est chargée de récupérer une redevance sur les téléphones et les tablettes qui sont reconditionnés, redevance qui repart vers les sociétés d'auteurs et de créateurs des œuvres qui sont copiées sur ces appareils. Donc c'est un système qui appartient à une sorte de cercle vertueux qui s'appliquait à l'origine sur les appareils neufs et qui a été étendu depuis 2 ans à l'ensemble des appareils reconditionnés qui sont par ailleurs assujettis à la copie privée. Et donc la société Copie France est l'interface entre ceux qui commercialisent sur le territoire ces appareils et les sociétés d'auteurs et de créateurs à qui cette rémunération est reversée pour qu'elle soit ensuite reversée directement aux créateurs des œuvres et qu'elles viennent, de par la loi, soutenir le secteur culturel. Peut-être que je reviendrai un peu plus en détail dessus. Mais voilà, donc je suis une sorte de collecteur d'une redevance privée pour le compte de la propriété intellectuelle. Tout à fait. Et Charles-Henri, tant que tu as le micro, donne-nous quelques chiffres. Parle-nous un petit peu des montants aujourd'hui perçus par la taxe Copie France. Alors, je reviens, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance puisque la taxe revient à l'État. Or, cette redevance revient aux sociétés d'auteurs, la plus connue étant la SACEM, mais il y a une vingtaine d'autres sociétés derrière. Pourquoi? Parce qu'à l'époque et à l'origine, on copiait de la musique au départ et puis des vidéos. Je parle des cassettes audio et des cassettes vidéo. C'est un temps très, très lointain. Et maintenant, sur les supports numériques, on copie aussi de l'écrit, des images, voire même des livres audio. Alors, on perçoit sur chaque unité qui est commercialisée, on perçoit cette redevance en amont auprès de ceux qui commercialisent ces supports, donc les importateurs, les fabricants, les reconditionneurs qui sont assimilés à des fabricants dans cette problématique.
Et puis cette rémunération doit être répercutée. C'est en fait le consommateur final qui la paye dans le prix qu'il acquitte pour acheter l'appareil. Donc nous avons une perception sur l'ensemble des téléphones qui est pour l'instant de 7,40 € et de 8,20 € pour les téléphones reconditionnés. Et pour les téléphones neufs, elle est de 14 €. Alors ces chiffres peuvent paraître importants. Dans le prix moyen d'un téléphone neuf, 14 €, c'est finalement pas énorme. Ce n'est pas ça qui a perturbé le marché. C'est un mécanisme, je le précise, qui existe dans quasiment tous les pays d'Europe, donc nous ne sommes pas les seuls, avec des degrés et des montants différents, mais ça existe. Et effectivement, globalement, à la fin du fin, sur l'ensemble des supports qui sont assujettis à la copie privée, on récupère à peu près 250 millions d'euros par an. Ces sommes sont redistribuées aux sociétés d'auteurs qui ont l'obligation d'en consacrer 25%, et c'est extrêmement contrôlé par la loi, au soutien de la création. Donc vous avez des festivals, des ateliers d'écriture, des productions de disques, de livres, qui sont soutenus par la copie privée. Il y a d'ailleurs assez souvent un petit logo. Mais voilà, pour donner des ordres de grandeur, c'est une perception unitaire sur le marché global des téléphones reconditionnés, des téléphones neufs, des tablettes, des disques durs, mais voilà. Et justement, sur la partie reconditionnée, qui est la partie la plus importante, notamment aux yeux de la Fédération Aircube et de l'ensemble des assemblées, puisque c'est aujourd'hui les acteurs du réemploi qui se réunissent pour discuter de tous les sujets un peu transverses. Cette taxe aujourd'hui, cette contribution qui s'applique aujourd'hui en France, comment est-elle par rapport au niveau européen aujourd'hui en termes de montant? Est-ce qu'elle est plus chère, moins chère? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'avis, notamment côté Copie France, mais également par rapport à la perception que peuvent avoir les consommateurs derrière, puisque, comme vous le disiez, c'est eux qui payent au final l'addition, et ça pèse aussi indirectement dans l'économie des reconditionneurs français. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs perceptions. Déjà, d'une part, si on compare simplement les tarifs, la France s'est inspirée du modèle néerlandais, qui ont été les premiers en Europe à instaurer une rémunération sur les appareils reconditionnés. Et par tout un tas de jeux statistiques et de sondages, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait une différence en termes d'usage, de durée, qui valait à peu près 40%. Donc il y a eu un rabais de 40% pour les reconditionnés par rapport au tarif du neuf. Et la France a pris exactement le même modèle, mais sur la base de son tarif de neuf français. Donc là où je vous disais tout à l'heure qu'on perçoit 14 € sur un téléphone neuf, eh ben vous faites 14 € moins 40% et vous tombez sur 8,20 € pour les téléphones. Alors c'est fonction de la capacité du téléphone aussi. Comme tous les téléphones maintenant ont plus de globalement 64 gigaoctets de mémoire, on est dans la tranche haute du tarif. Ce tarif est en train d'être révisé d'ailleurs, sous l'égide de l'État par une commission spéciale. Je repasse. Mais voilà, donc la perception, c'est chacun applique un rabais en fonction des usages locaux qui sont reflétés dans des études d'usage. C'est sur la base de sondages. C'est maintenant quasiment généralisé dans tous nos pays voisins. Le ressenti pour les reconditionneurs en eux-mêmes, d'abord, au départ, c'est au minimum une interrogation, voire un certain énervement de dire « mais pourquoi est-ce qu'on doit payer 2 fois sur le même appareil ?» Et ça, c'est effectivement un principe qu'on a eu du mal à faire comprendre et à faire accepter par l'ensemble des acteurs de la filière. C'est parce que le support, dans toutes les opérations de reconditionnement, et là je m'adresse vraiment aux professionnels, la première chose qui est remise à neuf, c'est la mémoire. Donc la capacité de copier sur le téléphone, si vous avez acheté un téléphone neuf de 128 gigas, il est reconditionné, et il est reconditionné, il y a toujours 128 gigas. Donc en termes d'usage, cette redevance, j'ai oublié de le dire au départ, elle est là pour compenser un préjudice. C'est-à-dire qu'une œuvre copiée, à l'origine, c'était une œuvre qui n'était pas achetée. Et ce sont les créateurs qui ont été voir les législateurs, surtout en Allemagne au départ, pour dire nous avons besoin d'être compensés par cette copie. Comme tout un chacun autour de nous, et nous tous, nous avons la possibilité de copier des œuvres sans demander d'autorisation, eh bien, le législateur a posé ce principe de réparation du préjudice. Donc la loi de la copie privée en France, elle date de 1985. C'est quand le ministre Jacques Lang a remis vraiment à plat le droit d'auteur en arrivant, et depuis ça a perduré et ça a suivi la révolution numérique en fait. Donc on est toujours sur ce principe de réparation d'un préjudice.
Donc ce préjudice, je dirais, il se répète autant de fois que le téléphone est remis sur le marché dans les mains d'un nouvel utilisateur. Et ça, effectivement, je vois vos têtes, hein, parce que je vous vois tous, ou certains d'entre vous faire ça, c'est effectivement quelque chose qui est difficile à faire comprendre. Mais il y a bien un second préjudice, au point qu'il a fallu qu'on le fasse valider par les tribunaux, parce qu'on avait des difficultés, y compris avec les syndicats présents et organisateurs ici, mais on se parle quand même, à faire comprendre cette idée. L'autre, pardon, et je finis, le dernier ressenti, c'est qu'effectivement, quand on compare le système avec d'autres pays, certains reconditionneurs ou certains téléphones qui sont importés par rapport à ceux qui sont reconditionnés sur place ne subissent pas le même régime. En France, on a une loi qui est assez générale, c'est-à-dire que tous les téléphones reconditionnés sont assujettis à cette rémunération, sauf ceux qui, par la volonté du législateur, sont reconditionnés et vendus directement par les sociétés qui ont le label de l'ESS. Alors vous, ça vous parle beaucoup. Nous, on a découvert ce système, mais effectivement, le législateur a créé cette exception. Mais pour le reste, effectivement, c'est une entreprise, ce sont des activités commerciales et de support d'enregistrement. Merci Charles-Henri. On y reviendra, notamment sur le sujet effectivement des produits importés en France, parce que c'est un vrai sujet, notamment pour un, de la fraude, deux, de la concurrence déloyale. Après, c'est certain qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du réemploi et les consommateurs se posent aussi la question, tout simplement parce que aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus numérique. Aujourd'hui, on ne consomme plus comme avant. Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi perso, ça fait belle lurette que je n'ai pas copié une musique ou un film en téléchargement. Aujourd'hui, on a toutes les plateformes qui nous permettent de les visualiser, soit gratuitement avec un abonnement, soit de les télécharger de manière payante directement depuis nos TV connectés ou nos téléphones. Et c'est vrai que du coup, la copie est quand même bien différente par rapport à quelques années et les précédents supports. Mais on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la partie import. Merci. Ambroise, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous présenter un petit peu plus en détail, nous donner quelques chiffres sur aujourd'hui votre travail, notamment sur la partie occasion et reconditionnement et tout ce que vous pouvez faire pour protéger les consommateurs au sein de la DGCCRF. Merci. Alors effectivement, au sein de nos missions de protection des consommateurs, la transition écologique et la consommation durable prennent une place croissante. Je ne vais pas parler ici des plus gros postes qui occupent nos enquêtes, que sont notamment les contrôles en matière de lutte contre les fraudes à la rénovation énergétique, en matière d'agriculture biologique, en matière de lutte contre le greenwashing, qui sont vraiment des grandes priorités et qui, évidemment, mènent à des milliers de contrôles chaque année. Je vais me concentrer sur une autre famille, peut-être plus diffuse, plus atomisée de contrôles, qui sont ceux qui ont trait aux obligations en matière d'économie circulaire, notamment beaucoup de dispositions issues des lois AGEC et Climat et Résilience, puisque nos enquêteurs sont habilités à contrôler le respect de plusieurs de ces dispositions. C'est le cas, par exemple, si on commence par l'amont, des informations qui sont dues aux consommateurs sur la réparabilité de certains équipements avec les indices de réparabilité et de durabilité. Ce sera le cas demain avec l'extension progressive des exigences d'éco-conception, de performance de produits en matière d'éco-conception, puisque la DGCCRF sera autorité de surveillance du marché pour la plupart des produits destinés aux consommateurs. Et puis plus sur l'aval, je dirais, de l'économie circulaire, c'est également le cas des dispositions qu'ont introduites ces lois sur les pièces détachées, par exemple, que ce soit en matière d'information des consommateurs ou de disponibilité. Souvent, on a cette dualité entre l'information des consommateurs et puis les exigences en dur, on va dire, qui correspondent. Et on contrôle souvent les deux. Autre exemple, c'est ce qui est lié à l'usage du terme reconditionné, aux pratiques éventuellement frauduleuses associées, aux obligations de reprise des équipements en fin de vie, etc. Et donc, au sein des enquêtes liées à l'économie circulaire qui vous intéressent le plus aujourd'hui, je vais prendre 3 exemples rapidement avec quelques chiffres issus d'enquêtes qui ont été menées en 2024. Une enquête sur le marché des biens d'occasion en général. C'était la première fois qu'on avait une enquête globale nationale sur cette thématique. On a contrôlé à peu près 300 professionnels et ça nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de manquements, notamment sur la présentation de la garantie légale de conformité et également sur le statut du vendeur. Parce que quand on achète, c'est important de savoir à qui
Et sur le marché de l'occasion, il y a parfois certaines ambiguïtés. Déjà, le marché entre consommateurs, entre particuliers, il ne fait pas l'objet de toutes les protections du droit de la consommation qu'on a quand on achète à un professionnel. Et donc, c'est important de savoir si on achète un bien d'occasion à un professionnel et à qui et quelles sont ses responsabilités. Donc ça, c'est vraiment les 2 points principaux qui en ressortent de cette enquête, avec un peu plus de 50% de taux de non-conformité, dont une bonne moitié qui ont donné lieu à des suites de type injonction de mise en conformité ou amende administrative et procès-verbaux, donc des suites qu'on qualifie de graves. Second exemple, sur le marché du reconditionné. Alors, on avait mené une enquête assez importante en 2022. Donc en 2024, la volumétrie de contrôle est un peu plus faible. On a contrôlé une 50aine d'établissements, mais à nouveau, environ 30% de suites correctives ou répressives, donc le plus haut niveau, et puis à peu près 20% de mesures dites pédagogiques, donc des avertissements. On retrouve les questions de présentation des garanties, bien sûr. On a également sur le reconditionné des points de contrôle et des points d'attention spécifiques qui sont sur l'usage du terme reconditionné, qui est encadré, qui peut être trompeur, qui sont sur les informations précontractuelles dues au consommateur sur ces produits, qui est une obligation générale du Code de la consommation, mais qui, appliquée aux produits reconditionnés, implique notamment que le consommateur soit clairement informé sur des paramètres essentiels comme l'état de la batterie, par exemple, et le fait qu'elle ait été changée ou pas, ou son état si elle n'a pas été changée. Et puis, chez les reconditionneurs, parce qu'on a aussi contrôlé pas seulement la vente de produits reconditionnés, mais aussi l'activité de reconditionnement, là aussi, il peut y avoir des pratiques déloyales, et notamment sur l'effectivité des vérifications et des tests qui doivent être effectués. Par exemple, sur l'effacement de données, on en parlait juste avant, et dans certains cas, on a pu mettre en évidence des effacements partiels des données qui sont non seulement trompeurs, mais en plus assez problématiques pour les usagers, évidemment. Donc voilà pour quelques exemples sur ce champ du reconditionné. Et puis, troisième exemple, sur les pièces détachées. C'est aussi un domaine vraiment important pour permettre le développement du réemploi, de la réparation, que ce soit par les particuliers ou par les professionnels. On a contrôlé 110 professionnels sur à la fois l'accessibilité des pièces détachées et l'information sur leur disponibilité. Ça a donné lieu essentiellement à des mesures pédagogiques, mais quand même auprès de pratiquement 3/4 des professionnels, des avertissements. Ça reste des mesures pédagogiques, notamment parce que les obligations en question sont assez récentes et qu'il y a des réelles difficultés objectives sur certaines filières pour les approvisionnements dans la durée de ces pièces, mais on y reviendra sans doute. Voilà pour ce panorama. Après, je veux bien apporter deux petites précisions un peu plus transverses sur l'approche de nos contrôles, parce que je sais que la question du commerce en ligne en particulier préoccupe beaucoup de monde. Ça fait belle lurette que dans pratiquement toutes nos campagnes d'enquête, et quels que soient les sujets, la DGCCRF intègre le volet commerce en ligne en essayant d'être le plus juste possible par rapport aux parts des marchés, par rapport aux pratiques observées. Et donc, pour rester sur cet exemple des 50 établissements contrôlés sur la thématique du reconditionné en 2024, il y a eu 28 contrôles sur des sites de e-commerce. Après, ça peut être des pure players, ça peut être des acteurs qui ont aussi leur site de e-commerce et une activité physique, mais voilà, ça illustre bien que sur une majorité des contrôles, le volet contrôle en ligne est intégré. Il y avait aussi une enquête de la Commission européenne sur le marché de l'occasion, exclusivement destinée aux acteurs de la vente en ligne sur le marché de l'occasion, à laquelle on a contribué. Les résultats sont disponibles aussi au niveau européen. Donc voilà, cette préoccupation sur les acteurs du numérique est pleinement intégrée. Et puis pour terminer cette première partie, je veux aussi évoquer le titre de cette table ronde, parce qu'il y a parfois des termes dont il faut se méfier. Nous, c'est un peu notre spécialité quand on cherche les pratiques, les allégations trompeuses. Mais concurrence et fraude, alors c'est dans le titre, c'est aussi dans notre titre. Mais attention, parce que derrière concurrence, on peut parler de choses assez variées. On peut parler de respect du droit de la concurrence. Et ça, c'est une partie de notre métier. Ça renvoie aux ententes, aux abus de position dominante notamment, et c'est pas vraiment ça dont vous souhaitez parler, je pense. Et puis dans le langage plus courant, la concurrence déloyale, ça peut renvoyer aussi à plusieurs choses. Ça peut renvoyer à des pratiques de dénigrement, à des pratiques abusives entre professionnels, ou tout simplement au fait qu'il y a des professionnels qui ne jouent pas le jeu de la réglementation, qui ne la respectent pas, et que ça nuit indirectement à leurs concurrents. Ça, juridiquement, ce n'est pas de la concurrence déloyale. Par contre, c'est un problème, et évidemment, ça renvoie plutôt à notre mission de conformité et de contrôle du respect des réglementations, notamment de protection des consommateurs.
Et puis fraude, c'est un peu pareil, parce que dès lors qu'il y a une règle, une loi, une réglementation, il peut y avoir une fraude. Et heureusement, ce n'est pas la DGCCRF qui contrôle toutes les fraudes à toutes les lois, sinon on aurait un petit souci de compétences et de ressources. Donc nous, on s'occupe des fraudes dans le domaine de la protection des consommateurs. On ne s'occupe pas, par exemple, de fraude fiscale ou de fraude sur le versement de telle ou telle contribution, ou de TVA ou autre. Donc je pense que c'est important de revenir un peu sur ces termes pour clarifier notre mission. Tout à fait, vous avez bien raison de le préciser. Et dans vos contrôles, notamment sur les plateformes en ligne, aujourd'hui, dans les acteurs qui ont été, entre guillemets, retoqués, ou en tout cas sur lesquels il y a eu une procédure derrière, aujourd'hui, quel est le pourcentage entre les acteurs français et les acteurs hors France, Union européenne ou voire internationale? Alors, à nouveau, on contrôle les deux et on essaie d'être équitable dans ce qu'on contrôle. Après, c'est indéniable que des acteurs qui sont éloignés, ça peut être plus compliqué d'avoir accès à des justificatifs. Ça peut être des enquêtes plus longues, donc des suites plus lentes. Ça, il ne faut pas le nier. En revanche, nous, on n'établit pas de données séparées sur vente en ligne, vente en physique ou selon la nationalité des acteurs, tout simplement parce que nos campagnes d'enquête, elles n'ont pas vocation à être représentatives de la réalité. C'est-à-dire que ce type d'exercice, disons photographie du marché, état des lieux, de la conformité, on ne pourrait le faire que si nos contrôles étaient représentatifs du marché. Or, ils ne le sont pas, parce qu'on essaie de cibler là où il y a plus de risques qu'il y ait des problèmes. Enfin, il y a une analyse de risque pour faire notre ciblage. C'est assez rare qu'on y aille, on va dire, à l'aveugle, au hasard sur un marché, et c'est encore plus rare qu'on puisse contrôler un échantillon majoritaire, disons, voire quasi complet d'un secteur, vu le nombre d'acteurs. Donc voilà, nous, on n'a pas le sentiment de divergence particulière en fonction de la nationalité des acteurs. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a des enjeux spécifiques au commerce en ligne qui renvoient à des enjeux de régulation, notamment des places de marché. Et ces questions-là, elles invitent à des actions différenciées, pas tant en contrôle qu'au niveau de l'action législative, réglementaire, des négociations européennes. Il y a quand même de nombreux ministres qui s'impliquent et qui s'impliquent fortement là-dessus pour pousser au niveau européen pour des meilleures régulations. Il était question dans la plénière tout à l'heure de perspectives peut-être sur le Circular Economy Act, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en matière de régulation du numérique. Insuffisamment sans doute, les autorités françaises faisaient partie de celles au niveau européen qui auraient voulu aller plus loin en matière de responsabilité des plateformes notamment. Après, nous, on exerce notre mission dans un cadre qui est défini, où les plateformes ont une responsabilité limitée. Le vendeur tiers sur la plateforme reste essentiellement responsable de la conformité des produits qui sont vendus. Et donc parfois, voilà, ça conduit à des complexités en termes d'enquête. Mais je ne vous donnerai pas de panorama différencié selon les profils des acteurs. J'aurais testé. Benoît, on va vous passer la parole et que vous puissiez nous présenter un peu les travaux et les tests que vous faites au sein de la NFR, même si vous en aviez déjà dit quelques mots, y compris sur la table ronde précédente. Oui, en effet, j'ai commencé un petit peu à évoquer ce que nous contrôlions. Alors, comment on le fait déjà? Alors, pour faire écho un petit peu à ce que disait mon collègue de DGCCRF, en fait, non plus, nous n'allons pas à l'aveugle. Nous allons, en tant qu'autorité de surveillance du marché, alors sur un domaine plus restreint que la DGCCRF, que j'explicitais tout à l'heure, on va chercher, nous, notre objectif, c'est de trouver des non-conformités sur les produits, puisque l'objectif final, c'est de protéger le consommateur et de faire en sorte qu'il soit rassuré sur ce qu'il achète et qu'il dispose d'une information fiable également lorsqu'il regarde, par exemple, la documentation technique qui peut être fournie avec l'équipement. Donc, on n'y va pas non plus à l'aveugle et non seulement on n'y va pas à l'aveugle, mais en plus, c'est vrai que pour le moment, on avait plutôt, je commence à parler au passé parce que les choses changent un petit peu avec justement le développement du réemploi, en particulier dans le domaine de l'électronique et des équipements radio. On avait quand même tendance à surtout cibler les équipements neufs, puisque ça nous permettait, et ça nous permet encore évidemment, d'assainir à la source, si je puis dire, le marché en visant donc ces équipements-là. Alors, nous, on a deux... Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale de surveillance du marché qui est définie à peu près, je crois, tous les 5 ans, si je ne dis pas de sottises, et qui va concerner toutes les autorités de surveillance du marché nationales. Et puis, après, nous, au sein de cette stratégie
stratégie nationale, on va définir nos propres objectifs qui sont, donc, comme je le disais, de chercher des équipements qui sont non conformes et on va le faire en pointant soit des équipements qui sont très grand public, qui vont, alors par exemple, alors je ne vais pas donner de marque, mais qui sont par exemple des téléphones qui sont très largement répandus. Alors on a peut-être une moindre chance de trouver une non-conformité, mais par contre, si on trouve une non-conformité, ça concerne un très grand nombre. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un dépassement de DAS en septembre 2023, qui a conduit au retrait, une décision de retrait du marché français d'un très célèbre téléphone. On peut le dire, hein, l'iPhone 12. Oui, de toute façon, c'était public, oui, il n'y a pas de souci. Et en plus, donc ça a mis 2 ans, certes, mais la Commission européenne a validé en fait la décision qu'on avait prise au mois de septembre dernier. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu aussi la presse, alors peut-être spécialisée cette semaine, mais on a aussi publié qu'on avait forcé la même marque à mettre à jour son système d'exploitation parce qu'il ne respectait pas complètement les dispositions de la loi nationale sur le contrôle parental. Et donc voilà, on a quand même quand même un certain pouvoir pour le faire. Mais encore une fois, donc là, on voit que c'est plutôt des équipements qui sont très largement répandus. Et à contrario, des fois, on va choisir des marques qui sont très peu connues, mais où on est à peu près certain de trouver des non-conformités. Et à tel point là que cette année, c'était la première fois, je crois que ça nous arrivait, et ça me permettra de faire un peu plus tard peut-être le lien avec le marquage CE. On a prélevé des équipements qui étaient des téléphones de marques qui avaient un marquage CE. Et lorsqu'on a demandé donc le dossier technique préalable au contrôle qu'on fait réaliser, le fabricant nous a dit mais non, ces équipements, ils ont beau avoir le marquage CE, ils ne sont pas destinés au marché européen. Donc ce qui complexifie quand même un petit peu les choses. Donc pour revenir à la question, donc, et puis dernier point quand même, pardon, qui vient alimenter notre stratégie sur la surveillance du marché, c'est voilà, si nos équipes de contrôle du spectre trouvent que des brouillages sont réalisés par certains types d'équipements, eh bien, on va aussi aller les prélever. Et typiquement, là, dans la table ronde précédente, je parlais d'une tondeuse qu'on a prélevée, une tondeuse connectée, et qui brouillait un peu partout en France des systèmes LoRa, parce qu'en fait, elle avait une interface radio qui était pas conforme à la réglementation. Donc en pratique, nous, on fait à peu près, alors on est beaucoup plus petit que la DGCCRF, on fait 250 contrôles administratifs, donc déjà pour vérifier les marquages CE, maintenant aussi toutes les informations adéquates relatives au port de charge USB-C, et puis on fait à peu près, bon an mal an, 120 contrôles, prélèvements et contrôles. Alors c'est-à-dire que, pour le coup technique, on fait faire par un laboratoire accrédité avec lequel on a passé un marché, donc des vérifications de conformité des interfaces radio et évidemment de DAS, puisqu'on est quand même assez spécialisé là-dedans. Et puis donc depuis septembre de l'année dernière, on fait également, mais alors ça en propre, des contrôles au titre du contrôle parental, comme je le disais. Et encore une fois, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, en termes de traçabilité qui doit certainement être développée. Je pense que ça fait partie, on abordera peut-être les perspectives. Nous, pour le moment, vis-à-vis du reconditionné, on peut surtout faire des contrôles administratifs, donc vérifier que, en effet, le responsable, enfin celui qui vend l'équipement met bien à disposition, ou s'assure que l'acheteur a à sa disposition la documentation technique nécessaire, qui a bien un marquage CE, et donc c'est bien un équipement qui est quand même prévu, quand bien même il a été reconditionné ou réemployé, il est bien prévu pour le marché européen. Merci. De toute façon, c'est des sujets très très importants parce que même si effectivement c'est pas directement dans vos périmètres pour certains sujets, aujourd'hui l'arrivée sur le marché européen et français de produits quels qu'ils soient, et on ne parle pas que de la téléphonie mobile aujourd'hui, et qui ne sont pas prévus pour le marché français ou européen, qui n'ont pas les marquages nécessaires, qui ne
cotisent pas pour le prélèvement copie privée ou toutes les autres taxes qui, pour le coup, leur sont imputées, les éco-contributions, la TVA. L'éco-contribution n'est pas une taxe non plus, c'est une contribution. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les acteurs du réemploi et du reconditionnement, puisque très clairement, ça participe au-delà d'une fraude massive qui du coup, ne fait pas rentrer dans les caisses de l'État, dans les caisses des éco-organismes, dans les caisses de Copie France et d'autres organismes, de l'argent qui serait nécessaire pour permettre de développer, notamment, pourquoi pas, plus de contrôle. Derrière, c'est aussi clairement une concurrence déloyale pour l'ensemble des acteurs français qui, eux, respectent les législations, eux, contribuent à l'ensemble des différents montants sur lesquels ils doivent contribuer ou sur lesquels ils sont taxés, et qui, clairement, les mettent en porte-à-faux, notamment sur les marketplaces, quand on voit des prix où aujourd'hui, on a un biais qui est créé. Et au final, ce biais, il est traître pour le consommateur, parce que le consommateur, forcément, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le meilleur produit, mais au meilleur prix. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle des ménages, très souvent, on l'a vu dans le neuf comme dans l'occasion, malheureusement, les ménages se tournent souvent avant tout vers une question de prix, aussi à cause d'une question de pédagogie, parce qu'ils ne sont pas informés de tous les sujets qui ont été évoqués, notamment de savoir à qui ils achètent réellement derrière, est-ce qu'ils auront réellement la garantie légale dont ils doivent bénéficier, etc. etc. Et c'est un vrai sujet. Du coup, j'ai envie de vous poser la question à chacun d'entre vous. Comment est-ce qu'on peut collectivement travailler, institutions, organismes privés, collecteurs et acteurs du réemploi, pour permettre aujourd'hui sur le marché français et le marché européen d'avoir un meilleur contrôle, un meilleur suivi et surtout une barrière à l'entrée de toutes les fraudes et de toutes les concurrences déloyales possibles. Très gros sujet. Vous avez 1 heure. Qui veut démarrer? Allez, Ambroise. Je peux démarrer en 2 temps sur le sujet particulier là, que vous évoquez. Bien entendu, il y a une question de contrôle, donc de moyens dédiés au contrôle. Et pour parler d'un sujet qui ne relève pas des compétences de la DGCCRF, et qui est une autre contribution, l'éco-contribution, donc qui n'est pas non plus une taxe et qui est versée aux éco-organismes. Son contrôle, le contrôle du versement de cette éco-contribution, il appartient en premier lieu aux éco-organismes eux-mêmes qui doivent faire la police avec les moyens qu'ils ont. Et en deuxième lieu, de l'ADEME et de la DGPR, donc la Direction Générale de la Prévention des Risques, qui peut engager des suites administratives en cas de manquement. En revanche, le fonctionnement, les contrôles et les régulations liées aux filières REP, je pense qu'il en a été un peu question lors de la plénière, il va de soi qu'il y a des lacunes aujourd'hui. Je vous renvoie à un excellent rapport interinspection générale qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui pointe les fragilités, des perspectives d'évolution de la régulation des filières REP en général, notamment pour faire face à ces difficultés sur les paiements des éco-contributions. Voilà, ça n'est qu'un exemple. Au-delà de ça, il y a une question de coordination, certainement, des contrôles. Nous, on essaie de, au premier lieu, au sein du ministère de l'économie, mais aussi avec nos autres partenaires, selon les secteurs, les filières, on essaie de mieux se coordonner, d'être capable de se transférer des signalements. Quand nous-mêmes, on en reçoit qui ne sont pas dans notre champ, alors, au minimum, il faut déjà informer les interlocuteurs de ce qui ne relève pas de chez nous et leur dire de qui ça relève. Ça, c'est le niveau 0, je dirais. Le niveau 1, c'est quand en plus on a un cadre adapté pour discuter avec nos collègues d'autres administrations, pour se passer les informations et éventuellement se coordonner pour des contrôles. Et ça, on y travaille. Donc voilà, un premier niveau, je dirais, de réponse administrative. Après, je pense qu'il y a un deuxième niveau qui est peut-être plus lié aux évolutions juridiques, européennes notamment. C'est que, au-delà de vérifier le respect de tout ce qui existe déjà, il y a aussi des adaptations du droit qui sont requises. On a vu, il y en a certainement qui sont requises pour s'adapter aux évolutions des marchés numériques, parce qu'il y a des enjeux particuliers, parce qu'il y a une rapidité aussi d'action des acteurs du numérique à laquelle il faut s'adapter. Il y a des enjeux de régulation de la publicité, certainement aussi. Là encore,
très bon rapport sur le sujet qui permet de mettre en évidence la nécessité d'agir au niveau européen, notamment pour que la publicité soit aussi un levier pour soutenir l'économie circulaire et pour soutenir les modes de consommation qui sont promus pour y arriver, notamment le réemploi, notamment le vrac. Et donc là-dessus, au niveau des autorités françaises, on pousse aussi au niveau de la Commission européenne, au niveau européen, pour faire adopter des nouvelles règles. Le cas de la publicité en est un exemple. Je fais une toute petite incursion à propos du réemploi, lié au réemploi des emballages, et pour parler aussi du développement de la vente en vrac, même si ce n'est pas forcément lié au reconditionné, mais c'est quand même très lié au réemploi des emballages notamment. On a une actualité réglementaire toute récente, puisque vendredi dernier, l'un des derniers décrets d'application de la loi AGEC qu'on attendait et qu'on a préparé et a enfin été publié, qui fixe les méthodologies de calcul sur les surfaces de vente dans les supermarchés dédiées à la vente de produits non préemballés. Donc là encore, on a une avancée réglementaire qui permet d'avancer vers l'objectif de 2030, de développer les surfaces de vente de produits non préemballés. Mais ça ne suffit pas, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toute l'industrie qui va avec, les évolutions du commerce qui se mettent en place. Il faut également que la demande soit soutenue, y compris par des pratiques commerciales adaptées, et que l'information des consommateurs soit adaptée. Donc voilà, pour sortir un petit peu des questions de reconditionnement, sur un autre secteur, celui de la vente en vrac, on a aussi cette articulation, certes besoin de contrôle, mais aussi besoin de faire avancer la réglementation et de faire avancer les écosystèmes professionnels pour aller dans le sens qui est promu par les politiques publiques. Très bien, merci. J'en profite pour vous présenter Dharani qui vient de nous rejoindre et qui va se présenter et présenter les travaux de la commission technique d'Aircube. Alors oui, bonjour, donc moi je suis Dharani Sivatazan, je suis la vice-présidente d'Aircube et je suis également présidente d'un organisme de formation qui prépare des apprentis par une reconnaissance RNCP de niveau 4. Donc je préside également la commission technique et effectivement on s'est prêté à un exercice donc de présélectionner des produits qui arrivaient sur nos marketplaces et on a fait des constats qui étaient pas très sympathiques. Et moi j'aurais quelques questions si ta table ronde tourne bien autour de cette thématique-là. C'est que quand on a fait un échantillonnage d'une vingtaine de produits, autant que clients mystères qu'on a prélevés, on se rend compte que on a des prix de vente qui sont inférieurs au prix d'achat de nos reconditionneurs français, chose qui les challenge beaucoup et qui leur porte préjudice parce que pour moi, ces reconditionneurs sont très importants pour moi parce que c'est eux qui portent l'emploi et c'est eux qui payent toutes ces taxes réglementées, que ce soit copie privée, que ce soit de la TVA ou quoi que ce soit. Et j'aimerais savoir comment on peut les valoriser et éviter cette concurrence déloyale qui arrive de l'extérieur parce que tout simplement ces entreprises-là ne sont pas soumises à toutes les taxes de nos entreprises françaises. Et j'aimerais avoir des solutions. Ah mais on est tous là pour ça et c'est le propre de la discussion depuis tout à l'heure qui est effectivement orienté aussi vers le consommateur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la commission technique d'Aircube, parce qu'on n'a pas eu l'occasion peut-être de trop vous en parler, même si vous en savez quelques mots, la commission technique d'Aircube, du coup, se réunit régulièrement et achète des produits pour les tester en client mystère. Et regarder les acteurs de tout type, français, internationaux, y compris des gens qui sont labellisés chez nous, et on en parlera tout à l'heure parce qu'on pense que c'est un gros levier de développement du reconditionné circulaire, éthique, durable et qui rend le consommateur heureux. Et également, bien sûr, ceux qui ne le sont pas. Voilà. Du coup, je te laisse poser tes questions. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je me suis dit, je vais arriver avec des questions, je vais peut-être pas avoir des solutions à leur proposer, mais j'ai voulu contourner le problème autrement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer responsabiliser les marketplaces en se disant qu'ils ont un taux de commissionnement qui ne serait pas le même pour des acteurs étrangers ou des acteurs français ? Et chacune des autorités, bien sûr, fait le rôle de contrôle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le taux de commissionnement
sur les acteurs étrangers et baisser justement sur le taux de commissionnement sur tous nos entreprises françaises qui travaillent en local et qui s'assujettissent à toutes ces taxes. Qui veut répondre à cette grande question? Ambroise, non? Je vous sens... Oui. On est dans un régime de liberté des prix, hein, donc les prix sont libres. En revanche, si des opérateurs n'ont pas payé des taxes auxquelles ils sont soumis, bien évidemment, il faut qu'ils soient contrôlés. Si c'est la TVA, l'administration fiscale qui mène des contrôles. Si c'est des défauts de paiement des éco-contributions, je le disais, il y a des éco-organismes qui font des contrôles. Il y a des pouvoirs administratifs à la DGPR. Pour les produits qui sont mis sur le marché européen pour la première fois, ils y sont soumis. Donc c'est le cas d'une partie de produits que vous évoquez. Tout ça, ça relève plus de l'application du cadre existant, d'après moi. Ensuite, pour ce qui est d'imposer des prix, je dirais que globalement, notre cadre juridique, aujourd'hui, y compris européen, il ne le permet pas forcément, parce que imposer des prix à des entreprises, c'est quelque chose qui est généralement contraire au niveau européen. Et imposer des prix différenciés suivant la nationalité des opérateurs, c'est également quelque chose qui est contraire au droit européen. Donc, pour ce qui est de renforcer la régulation des responsabilités des plateformes, il y a des tas de réglementations qui ont été mises en place récemment. Il y en a d'autres qui sont à l'étude. On a vu récemment encore des déclarations sur la question de la consommation addictive, par exemple, sur les dark patterns. On organise demain à la DGCCRF une table ronde sur ces sujets-là, de l'influence finalement indue sur les consommateurs. Il y a beaucoup de régulations qui doivent progresser, et y compris qui doivent progresser au niveau des responsabilités des plateformes. En revanche, dans le cadre juridique actuel et dans le cadre juridique européen, fixer des prix à la place des opérateurs ou imposer des prix discriminatoires en fonction de la nationalité des acteurs, c'est généralement quelque chose qui ne tient pas la route juridiquement. Je pense que ce que Dharani voulait dire, au-delà effectivement d'une possible modulation, un peu comme une TVA circulaire qui est très discutée en ce moment, je pense que Dharani faisait écho surtout à des discussions qu'il y avait eu dans la charte des marketplaces, dont on attend toujours la signature pour qu'elle puisse sortir. C'était surtout le côté de se demander est-ce que les marketplaces, dans leurs responsabilités, ne peuvent pas être les garants du prélèvement de l'ensemble des contributions financières qu'ils doivent avoir pour l'ensemble des metteurs en marché, ou en tout cas des vendeurs, qui passent par ces marketplaces pour vendre sur le marché français, tout simplement. Aujourd'hui, dans le cadre du DSA, du DMA, ce n'est pas des choses qui sont possibles. Les responsabilités des marketplaces, encore une fois, elles sont limitées et elles n'ont pas de pouvoir de police, parce que ce que vous décrivez, en gros, c'est pratiquement une délégation de service public. Ça revient à confier à des opérateurs de plateforme des missions de collecte de contributions ou de contrôle. Donc, c'est des propositions que toute partie prenante peut faire, mais qui relèverait immanquablement de modifications significatives des règlements européens sur les places de marché électroniques. Oui, tout à fait, mais la question peut quand même clairement se poser, puisqu'aujourd'hui, des marketplaces qui vendent des produits en ayant derrière des acteurs qui vont vendre chez eux, qui ne vont pas fournir de factures et qui ne vont pas du coup payer tout ce qu'ils devraient payer en mettant sur le marché français des produits, quel que soit le type de produit. Encore une fois, la question se pose, et je sais que dans les échanges qu'on avait eus avec les marketplaces à l'époque, notamment au ministère, certaines marketplaces n'étaient pas contre en fait de collecter, puisque indirectement le paiement se fait via eux. Donc indirectement, ils pourraient très bien être le collecteur et le garant que justement toutes ces contributions soient bien payées et que ce soit elles qui les mettent de côté pour les reverser derrière aux différents ayants droit associés. Et je pense que là-dessus, d'ailleurs, Charles-Henri voulait rebondir. Tout est imaginable en tout cas, mais vous comprenez qu'en tant qu'organisme de contrôle, nous, on raisonne par rapport au droit. Les chartes, c'est des engagements volontaires, ça peut aller plus loin, mais en tout cas, dans le cadre juridique actuel, c'est quelque chose qui est assez différent aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est là où la charte était un premier pas vers une avancée et une nouvelle législation, j'imagine. Merci. Je crois que vous avez mis le point sur quelque chose d'essentiel. Notre seule arme pour l'instant, c'est le droit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et effectivement, le DSA est un premier pas. Et effectivement, sans faire la police des prix,
il y a quand même un certain nombre de préoccupations et de vérifications que doivent et peuvent faire les plateformes de marketplace lorsqu'elles hébergent des vendeurs. Et déjà, si ça s'était correctement appliqué, et je n'accuse personne, hein, on est au début de l'application de ce texte, ce serait déjà essentiel. Pour notre part, et parce que lorsque la rémunération pour copie privée sur ces fameux téléphones reconditionnés n'est pas payée, c'est aussi un manque à gagner de TVA, puisque ce montant fait partie de l'assiette de calcul du TVA. Donc c'est l'État aussi qui est perdant. Ce sont les sociétés qui, elles, jouent le jeu, qui sont perdantes par rapport à celles qui ne le jouent pas. Donc c'est un combat commun. C'est important. Moi, je le dis très clairement. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de moyens, de degré de contrôle que l'on met en place. Nous, même au niveau d'une société privée comme la nôtre, qui n'est pas très grande, qui a certes des moyens, on met un maximum de moyens à travers la voie juridique, à travers la voie contentieuse. Malheureusement, il n'y a que ça qui fonctionne. Et on a assigné 40 vendeurs, français ou étrangers, qui ne jouaient pas le jeu. Et on commence à en récolter les fruits. On a déjà eu, à ce jour, je crois, 13 décisions de justice qui sont assez claires là-dessus, sur les obligations de tout un chacun. Donc il faut, par l'exemple, malheureusement, parce qu'on est au début de cette aventure sur ce secteur, un petit peu faire valoir les intérêts de chacun. Très bien, merci. On va prendre un petit peu de hauteur et passer côté pouvoir d'achat et côté consommateur, parce que ça a été aussi dit un peu en filigrane, notamment dans vos différents tests. Et je vois que Charles-Henri passe la balle direct à Ambroise. Sur effectivement, aujourd'hui, on le voit, et les marketplaces, malheureusement, n'échappent pas à la règle et sont les plus mauvais élèves aujourd'hui, tout type de produits confondus, sur le respect des garanties légales qui doivent être apportées aux consommateurs et aussi les garanties d'une qualité des produits. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu et surtout, quelles sont pour vous les pistes d'amélioration pour s'assurer que le consommateur ne soit pas floué. Est-ce que c'est le label et par exemple le label Aircube que vous avez déjà eu l'occasion de voir au niveau des travaux et de l'application dans différents champs, y compris la téléphonie mobile. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui permettent en fait de garantir à un consommateur d'avoir l'accessibilité de produits à prix juste, mais qui soient qualitatifs et durables? Alors la garantie légale de conformité, elle s'impose aux vendeurs, hein, pas au marketplace. Donc les contrôles qu'on peut mener, ils visent à ce que chacun assume ses responsabilités, et en particulier les distributeurs et les fabricants sur la conformité des produits. Les produits peuvent être vendus sur les marketplaces, ils peuvent être vendus en direct, ils peuvent être vendus en magasin. Les confusions qu'on a observées sur la présentation des garanties, on les a observées partout, hein. Et sur tout canal de vente, je veux dire. En particulier, le fait de tromper le consommateur sur la durée de la garantie légale, qui est de 2 ans, y compris pour les produits d'occasion, donc en particulier pour les produits reconditionnés, mais même pour tout produit d'occasion, elle est de 2 ans, comme pour les produits neufs. On a vu un certain nombre de pratiques trompeuses, tous canaux de vente confondus sur ce dysfonctionnement-là. Et de la même manière, sur la présentation de garanties légales comme si c'était des garanties commerciales, c'est-à-dire que les distributeurs faisaient passer ça pour un cadeau, pour un avantage comparatif par rapport à la concurrence, alors que c'est juste la mise en œuvre de la garantie légale. Donc ça, il faut quand même rappeler l'essentiel, hein, ça n'est pas une problématique qui est liée au commerce en ligne, on la rencontre vraiment à tout niveau, alors que c'est un maillon essentiel de la protection des consommateurs, effectivement, d'être informés sur les garanties dont ils disposent. Après, est-ce qu'il y a d'autres leviers ? Oui, je pense qu'il y a d'autres leviers. Il y a des leviers sur l'information précontractuelle, qui peut être l'information sur les prix, effectivement, mais qui peut être, je disais tout à l'heure, l'information sur qui est le vendeur, l'information en termes de bonnes pratiques qu'on a pu observer, par exemple, sur la traçabilité des équipements, leur vie antérieure. Ça, c'est des choses qui vont s'améliorer normalement avec la mise en œuvre progressive du passeport numérique sur les produits, qui est prévu dans le cadre de la législation européenne sur l'éco-conception. D'avoir une traçabilité à la fois depuis la conception sur les performances environnementales du produit, y compris sa réparabilité, puis tout au long de la chaîne, son cahier de maintenance par exemple, c'est des choses qui vont
se développer au niveau européen, qu'on contrôlera, et qui permettront aux consommateurs d'avoir plus d'informations, des informations de meilleure qualité, qui permettront aussi aux réparateurs ou aux reconditionneurs, par exemple, d'avoir cette information, ce qui est important pour leur propre pratique professionnelle. Donc voilà, je n'avais pas encore eu l'occasion d'évoquer ce cadre du règlement ESPR et de ses déclinaisons. ESPR, c'est le règlement éco-conception pour les produits durables, mais ça, c'est quand même une pierre importante à l'édifice, on va dire, du soutien au réemploi. Et puis après, peut-être plus indirectement, mais pour le développement des marchés du réemploi, il y a des modèles économiques aussi qui sont en train de se construire. On a pas mal travaillé avec le Conseil national de la consommation sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un modèle dans lequel les professionnels restent propriétaires des produits et ça permet d'optimiser leur durée de vie, leur utilisation dans le temps en mettant à disposition ces produits auprès des consommateurs sans les vendre. C'est un modèle qui est encore aujourd'hui un modèle de niche, hein, clairement, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes de durabilité des produits. Et donc, en termes de services rendus aux consommateurs, on peut espérer que le développement d'offres d'usage, en général, apporte plus de services, tout en restant évidemment transparent et lisible sur les prix et le contenu du service, ce qui n'est pas évident dans des modèles de type mise à disposition ou de type locatif, même si ça va plus loin que la location. Donc il faut aussi réfléchir à tout ça. Voilà pour quelques éléments un peu d'ouverture, je dirais, mise en œuvre de l'éco-conception et de tout ce qui va avec en termes de traçabilité, et puis accompagnement de nouveaux modèles économiques, notamment liés à l'usage. Merci beaucoup Ambroise. C'est vrai que c'est très important et la traçabilité, notamment pour ceux qui n'ont pas suivi ce sujet sur le DPP, le Digital Product Passport, va être effectivement quelque chose de très intéressant en termes de traçabilité et de visibilité pour les consommateurs, en espérant que demain, sur notamment les marketplaces ou les boutiques physiques, le DPP soit directement affiché et que du coup, le consommateur, avant même de pouvoir acheter, puisse avoir une visibilité sur la réelle traçabilité de son produit, ce qui lui permettrait un achat éclairé. Ça, je sais que c'est encore des choses qui ne sont pas tout à fait réglées, mais qui est un cadre très intéressant. Et sur l'économie de la fonctionnalité, vous en parliez, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, même si ça s'est beaucoup moins développé que je pense beaucoup de gens l'avaient prédit depuis 10-15 ans, parce que ce sont des modèles qui sont très compliqués, des modèles économiques qui sont compliqués, avec des structures qui sont créées, d'autres qui sont malheureusement disparues depuis. Et c'est quelque chose aussi qui, régulièrement, dans certaines thématiques de produits, on l'a vu, sont au final très chers sur la durée. Et au final, sur typiquement 5 ans ou 10 ans, vous allez payer 5 fois le prix du produit, en fait, tout simplement. Alors qu'effectivement, le consommateur se dit pourquoi j'achète pas plutôt du reconditionné ou du neuf, et puis je le change régulièrement. Encore une fois, c'est un changement de paradigme, et c'est là où, quand les équipements seront vraiment sans obsolescence programmée, on pourra plus aussi permettre de projeter le consommateur, de se dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ton produit sera réparable, et du coup, ton produit que tu achètes aujourd'hui reconditionné comme neuf, de toute façon, tu vas pouvoir le garder, le réparer, l'upgrader et le conserver, voire le transmettre autour de toi, ou à un moment donné, bien sûr, le revendre, le troquer, le donner. Peu importe, mais où ce sera vraiment durable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de petits leviers qui méritent d'être déclenchés pour permettre d'aller enfin vers ce changement de paradigme pour les consommateurs. Merci. Darani voulait rebondir, ou peut-être aussi Benoît derrière. Alors, moi, j'ai juste une petite question sur l'indice de réparabilité également, donc j'en profite. Sur l'indice de réparabilité, l'accès aux schémas techniques et aux pièces détachées faisait partie de la note constructeur, et Aircube en avait contribué, et on voyait vraiment l'intérêt de ce critère au sein de l'indice de réparabilité pour que le consommateur, justement, puisse prendre vraiment connaissance sur le durable du produit avant de faire son achat. Moi, je m'aperçois, en étant dans l'écosystème, que tous les schémas techniques ne sont pas disponibles chez les constructeurs, que les pièces détachées sont vraiment mal évaluées. Dès la première année de sa sortie, certaines pièces détachées ne sont pas disponibles. Puis ma question, c'est comment réguler ça, parce que l'indice de réparabilité reste quand même une bonne information pour le consommateur, mais il ne faut pas qu'elle soit
mal calculé et laissé dans la main d'un constructeur qui a créé le produit, le calcul de sa propre note, je ne sais pas si c'est très équitable. Alors sur le dernier point, je partage pas du tout, parce que c'est au constructeur d'être responsable de ce qu'il met sur le marché et d'assurer l'information sur le produit. C'est aussi aux fabricants de produits alimentaires qu'on demande de dicter la liste des ingrédients, et personne n'est mieux placé qu'eux pour le faire. Ensuite, il faut que la méthodologie soit harmonisée, soit la même pour tout le monde, soit robuste, soit bien contrôlée, ça bien entendu. Mais je rejoins tout le reste de votre propos, en particulier sur la nécessité d'aller plus loin dans les contrôles de cet indice. C'est ce qu'on essaie de faire depuis cette année, puisque pendant les premières années de mise en œuvre, on a mené plusieurs milliers de contrôles, et même plusieurs dizaines de milliers d'appareils contrôlés, mais essentiellement sur la disponibilité de l'affichage, sur l'étiquetage, sur la présence en magasin, sur la présence en ligne, parce que c'était la première chose à faire, évidemment. Mais depuis environ un an, on essaie d'aller plus loin sur la loyauté du calcul. C'est pas du tout le même type de contrôle, évidemment, et on ne peut pas y aller à l'aveugle du tout pour le coup. Donc, deux petits points. Un point, c'est qu'on est désireux de recevoir des signalements bien informés de la part de parties prenantes, de la part de professionnels. Donc n'hésitez pas. On a même lancé en avril dernier un appel à signalement dédié là-dessus, avec un petit formulaire qu'on a destiné notamment aux réparateurs, parce que les réparateurs, ils ont un point de vue intéressant, ils voient passer des produits, ils ne sont pas partie prenante dans la mise sur le marché, donc ils sont plutôt neutres a priori, et ils ont un regard professionnel aiguisé sur la cohérence, on va dire, de ce qui est annoncé par rapport à ce qu'ils observent. On a reçu quelques signalements de bonne qualité, trop peu nombreux, donc allez-y. Et puis deuxième point sur les types de critères. Je ne crois pas que ce soit sur la question de la disponibilité de la documentation technique qu'on ait le plus de soucis, mais ça ne va peut-être pas vous rassurer. Effectivement, sur la disponibilité des pièces détachées, c'est quelque chose qui est difficile à objectiver, à contrôler. Et puis, comme il s'agit d'engagement dans le temps, on n'a pas de boule de cristal pour que nos enquêteurs se projettent dans 5 ou 10 ans pour vérifier si les pièces seront effectivement disponibles. Donc, ça doit passer par des moyens indirects, d'organisation au sein de l'entreprise pour s'approvisionner ou de stock à constituer, des choses qui sont appréciées au cas par cas. C'est effectivement pas simple. Un autre critère que vous n'avez pas mentionné et qui est essentiel pour nous et pour les autorités françaises, c'est le critère du prix, parce qu'il a été introduit dans l'indice français. Pour l'instant, il n'est pas repris au niveau européen. Et ça, c'est quand même un des combats qu'on doit mener et qu'on mène au niveau des négociations européennes sur la mise en œuvre de l'acte délégué transverse du règlement éco-conception qui portera sur les indices de réparabilité. C'est qu'on estime qu'il est nécessaire qu'il y ait un critère lié au prix des pièces détachées, au prix de la réparation en tout cas, parce qu'on sait bien que même si tout le reste était au vert, s'il manque ce critère-là, en pratique, la réparation risque de ne pas être effective parce que ça coûtera trop cher aux consommateurs. Donc on est aussi très vigilant à ça, pas tant dans les contrôles, mais dans la partie négociation et évolution juridique. Très bien, merci beaucoup. J'ai envie, sauf si vous voulez dire encore quelques mots, de conclure cette table ronde et de conclure avec un appel à action entre nous. Mais tu veux rebondir ? Oui, avec plaisir. Pardon, juste, moi je comprends la frustration qu'il peut y avoir. Alors, encore une fois, nous on est sur un domaine qui est quand même très particulier, pas du tout sur les prix notamment, puisque vous l'avez compris, sur notre rôle d'autorité de surveillance du marché est quand même assez spécifique, même si le marché concerné est assez large, et de plus en plus, puisque de plus en plus d'objets sont sans fil. Mais en fait, il faut bien voir que lorsque la réglementation a été développée, en particulier sectoriellement, au niveau européen, on était assez loin de ces problématiques de réemploi en fait. Et en fait, ça change, c'est long à changer. Pour faire évoluer les choses, déjà au niveau national, ça prend un certain temps, d'un point de vue législatif et réglementaire, et ça l'est encore plus lorsque ça dépend de réglementation ou de directives européennes. Et je vois par exemple, nous, on dépend complètement d'un règlement sur les autorités, sur la surveillance de marché et la mise sur le marché de produits. Et en effet, factuellement, il y a une distinction qui est faite entre les obligations qui s'imposent à ceux qui sont responsables de la mise sur le marché, que lorsque ce sont des fabricants, des distributeurs,
ou des importateurs, d'une part, et des obligations qui sont moindres pour les marketplaces, pour les places de marché. Mais bon, quand bien même c'est un règlement qui n'est pas si ancien que ça, et puis de toute façon, il se faisait en fonction aussi du contexte qui était celui de la fin des années 2010, il y a des choses qu'on n'avait certainement pas vues et qu'il faut certainement changer. Et nous, on est demandeurs, parce qu'en fait, ça nous donnerait des pouvoirs supplémentaires, même vis-à-vis de ces places-là. Donc on est assez d'accord, mais ça prend parfois malheureusement plus de temps que ce que souhaiteraient les acteurs économiques qui sont directement impliqués. Donc je suis désolé, je voulais juste ajouter ça. C'est une très belle transition, Benoît, parce que c'est exactement le cas. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, la législation doit évoluer. Je pense qu'on est collectivement d'accord pour aller plus loin, y compris sur la régulation des marketplaces et leurs obligations. Surtout qu'aujourd'hui, on parle des acteurs économiques français, d'un secteur quand même qui est durement touché après la Covid. Aujourd'hui, il y a les guerres aux frontières de l'Europe qui ont impacté significativement beaucoup de prix de matières premières. Et j'en passe, qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, ça a été évoqué tout à l'heure en plénière, notamment par Camarade PicPic, aujourd'hui, les acteurs du réemploi vont vraiment tous pas très bien, d'autant plus dans l'économie sociale et solidaire, où ils ont un modèle qui est encore plus complexe, avec un bel emploi en insertion, en handicap, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement à travailler pour faire évoluer le plus rapidement possible la législation, et aussi peut-être pour collectivement travailler ensemble, et c'est l'appel que j'aimerais vous lancer, pour travailler ensemble peut-être sur l'utilisation peut-être des nouvelles technologies intelligentes pour permettre d'aller plus loin sur l'automatisation des contrôles, y compris des contrôles à long terme par rapport aux pièces détachées que vous évoquiez. Demain, peut-être que, je ne sais pas, on peut demander à une IA quel contrôle tous les X mois, parce qu'on ne va peut-être pas lui demander de contrôler tous les jours, ça ferait beaucoup de requêtes et beaucoup de consommation pour ça, de vérifier que l'ensemble des pièces de tous les équipements qui sont sortis, ça fait beaucoup de requêtes, mais c'est des choses qui peuvent se faire, je pense, relativement assez facilement, comme de permettre d'analyser, grâce à peut-être aussi l'IA, le marché, et de pouvoir mieux s'assurer, mieux encore plus cibler les contrôles qui vont être faits demain, et surtout de multiplier ensemble les contrôles en travaillant de concert avec l'ensemble des parties prenantes du secteur et l'ensemble d'entre vous, notamment parties publiques, pour que vraiment on ait des contrôles et qu'on ait encore une fois ces barrières à l'entrée aux portes de l'Europe et aux portes de la France, de l'ensemble des fraudes et de l'ensemble des concurrences déloyales. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle table ronde et vos interventions. On peut les applaudir et on va finir pour aller enfin déjeuner. Merci pour cette belle matinée.